Bonsoir Jacques Cheminade. Bonsoir David Pujadas, bonsoir tous. Soyez le bienvenu. Vous êtes le doyen des candidats, vous avez 70 ans, vous êtes né à Buenos Aires et vous avez la double nationalité française et argentine. Vous êtes diplômé d'HEC et de l'ENA, vous avez été haut fonctionnaire, vous êtes retraité. Dès 1981, vous avez tenté d'être candidat à la présidence de la République. Vous avez réussi à l'être en 1995, vous avez eu les signatures et vous avez fait 0,28% des voix. Et vous l'êtes donc également aujourd'hui au nom du Parti Solidarité et Progrès. Vous êtes crédité dans les sondages de moins de 0,5% des voix. D'abord, il y a une énigme. On vous voit réapparaître tous les 5 ans, à part peut-être pour les élections européennes. Que faites-vous entre-temps? On ne vous voit pas dans la politique nationale ou dans la vie syndicale, on ne vous voit pas nouer d'alliance avec d'autres, vous n'avez pas de mandat local. Que faites-vous? Alors je crois qu'il y a une réponse très simple. Entre le 1er janvier de cette année et le 19 mars, j'ai eu 0,4% du temps, en couverture de l'audiovisuel, de tous les candidats qui ont été présentés et acceptés. Donc ça montre qu'on ne me regarde pas trop et on n'examine pas trop ce que je fais. On a eu des élections, on a eu des cantonales, on a eu plus de 7 ou 8%, on a eu une élection régionale en Bretagne, on a eu 1%. C'est très difficile en France pour un parti d'émerger parce qu'il y a un système de financement politique, de la vie politique, officiel, qui sert les partis en place. Mais est-ce que vous vous considérez comme un acteur de la vie politique nationale? Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà conclu une alliance avec un autre parti politique? Tout à fait. Non, nous n'avons pas conclu d'alliance formelle avec d'autres partis politiques. J'ai une sympathie pour un certain nombre d'hommes politiques, dont, dans une certaine mesure, François Hollande. Fabien. Parce que c'est vrai qu'on vous avait vu pendant la campagne de 95, vous étiez présenté, on vous revoit ce soir face à nous. Entre-temps, vous avez été assez discret. Alors je vous pose une question assez triviale. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de business de l'élection pour vous? On sait qu'il y a une dotation publique pour les candidats. Le business, c'est celui de M. Roland Dumas. Oui. Alors, le Conseil constitutionnel de l'époque a rejeté mon compte de campagne dans des conditions qui sont jugées maintenant tout à fait étranges. C'est Jacques Robert, c'est Maurice Faure qui l'ont dit. Ils ont rompu le silence qu'ils devaient tenir parce qu'ils ont pensé que la vérité c'était plus important que l'omerta. Mais pour parler de cette campagne, donc, vous allez bénéficier d'une dotation publique comme tous les candidats. Est-ce qu'on peut dire, voilà, je profite de cette dotation en gros pour vous exprimer aux frais de l'État dans quelques semaines? Non, c'est pas du tout. Parce que vous savez, une présidentielle c'est très difficile. Et pour avoir les présentations des maires, c'est comme ça qu'il faut les appeler, il faut passer beaucoup de temps et je pense que c'est très important pour nous, c'est d'avoir constitué un véritable mouvement de ces maires, les avoir pas pris pour des machines à signer, mais comme des êtres humains, des gens responsables qui vont être la base d'un mouvement politique de réflexion. Bien, on continue à essayer de savoir qui vous êtes en regardant votre programme, Nathalie. Alors, M. Cheminade, cela vous agace toujours un peu d'entendre toujours les éternelles mêmes questions. J'ai quand même regardé votre programme et vous avez un petit côté soit Star Wars, soit Tintin, je pense à... Pas du tout. Objectif Lune, alors vous allez me le préciser. Quelques extraits choisis de votre programme. L'industrialisation de la Lune et du système solaire, le raccourcissement de la durée du trajet Terre-Mars, le renforcement de la veille contre les astéroïdes et les comètes. Alors, d'abord, ça fait peut-être beaucoup pour un seul quinquennat, mais plus sérieusement, vous n'avez pas un côté professeur Tournesol qui finalement peut prêter à rien. 20 pages sur 360 pages d'un programme. C'est ce qui vous distingue aussi. 68, bravo. Non, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, à court terme, dans l'immédiat, c'est de mettre fin aux spéculations financières. Mais Jacques Cheminade, sur ces questions-là, on vous pose la question sur ce chapitre. Oui. Le programme de l'espace, c'est 2 ou 3 générations. Mais pour aller vers demain, il faut commencer aujourd'hui. Oui. Et il faut faire quelque chose, tout de suite, même dans ce programme de l'espace. C'est faire Ariane 5 ME, qui doit pouvoir envoyer 12 kilos au lieu de 10 dans l'espace. Ce qui veut dire 2 satellites. Alors qu'actuellement, Ariane 5 ne peut en envoyer qu'un. On est en train de couper ce programme, on est en train d'empêcher, de continuer. Et on fait une Ariane 6 pour 2025 qui ne sera peut-être jamais faite. Donc l'espace, ça veut dire une traction vers l'avenir. Dans les années 50-60, ce programme de l'espace, qui a été une contrainte physique, a fait qu'on a l'ordinateur, qu'on a le portable, qu'on a la médecine, des programmes de médecine comme le cœur artificiel, qu'on a le GPS, on a tout ce qui fait qu'on est ici. Donc vous pensez que vous pouvez booster la recherche, si j'ose dire, et puis tous Oui, les bien autres sûr. candidats leur font... Pour l'avenir, c'est Mars. quelque chose qui va booster la recherche pour l'avenir. Alors ça ne se fait pas en un clin d'œil ni en claquant des doigts. Mais ce qui fait que ce programme de l'espace a été considéré comme une bizarrerie, c'est qu'on pense à court terme. Aujourd'hui, on est dans le présent, dans une société réactive. On n'est pas dans une société qui fixe un horizon et qui pense l'avenir. François.
Vous êtes, Monsieur Cheminade, pour une réforme profonde de la finance et vous proposez de constituer ce que vous appelez un système de crédit productif public. Un ensemble de banques publiques qui va financer l'économie. Et vous précisez, je vous cite, qu'il doit permettre des formes d'intervention de l'homme sur l'univers de plus en plus denses. Il doit permettre de peupler davantage l'univers et de protéger l'humanité contre des risques futurs, qu'ils soient de nature humaine ou relevant de la situation de la Terre dans le système solaire. Vous avez bien choisi votre citation aussi. Et galactique. Oui, il y a un danger d'astéroïdes qui viennent, c'est partout, c'est dans toute la presse. Alors c'est un danger à 50, 80, 100 ans. Mais votre crédit productif, mais il y a un réel danger. destiné... Maintenant, passons à la réalité immédiate, qui est beaucoup plus importante. Je ne dis pas crédit productif public d'abord. Je dis constituer une commission d'enquête parlementaire, comme Roosevelt l'avait fait avec Pécora. Sur votre crédit productif, parce que c'était le sens de la question, à quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il va financer ces grands travaux de très long terme? Des grands travaux à l'échelle européenne. En fait, c'est une banque pour financer les infrastructures. C'est un crédit productif public et anticipation sur l'avenir. Mais quand c'est on un pari entend... sur l'avenir, comme le disait Louis Armand, du temps où il y avait des plans en France. Quand on entend ces termes, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu ésotérique? Non, pas du tout. Il n'est pas du tout ésotérique d'investir pour les générations futures. Il n'est pas ésotérique il y a quand même 2-3 problèmes d'accumuler la productivité et de créer de l'emploi qualifié. C'est ça, aujourd'hui. On a ce que Jean Zay dénonçait en 1941 dans ses souvenirs de prison, Souvenirs et solitude. Il disait, ce qu'on a eu en France avant la guerre 39, c'est la mystique de l'équilibre budgétaire. Et c'est ça qui a tout bloqué. Aujourd'hui, on a à nouveau la mystique de l'équilibre budgétaire. Bayrou 2015, Sarkozy 2016, 2017 pour Hollande, 2018 en monétisant la dette pour Marine Le Pen. C'est une vision qui n'est pas dynamique de l'économie. Et évidemment, faire une vision dynamique et avoir du crédit productif public, ça veut dire changer les choses au niveau international et au niveau national en même temps. Ça suppose le lien entre ces deux politiques. Nathalie. Alors vous allez dire que je suis encore abonné aux questions anecdotiques, mais il y a une chose étrange aussi dans votre programme de 368 pages, c'est l'interdiction des jeux vidéo. Pourquoi? À quoi ça Pas arrive? des jeux vidéo, des jeux vidéo violents. Parce que l'armée américaine et maintenant les islamistes les utilisent pour désinhiber le fait de tuer quelqu'un. C'est utilisé de cette façon. Et peu à peu, si on introduit ces choses-là, évidemment, ça ne va pas faire qu'on va tuer quelqu'un. Ça arrive. C'est arrivé en Finlande, c'est arrivé en Norvège, c'est arrivé un peu partout. Mais rare, regardez des jeux à la fois vidéo violents et en même temps des scènes de décapitation atroces. Donc on joue sur la psychologie des gens avec ces choses-là. Maintenant, de façon beaucoup plus banale et beaucoup plus quotidienne, les jeunes qui passent 5-6 heures devant un ordinateur perdent leur faculté de concentration à l'école et dorment pas assez. Mais donc un problème psychologique réel, tous les psychologues reconnaissent. Vous qui aimez bien les choses modernes et prospectives, Internet, vous allez couper tout et considérer que... Internet, c'est comme les langues de Zop, il y a le meilleur et le pire. Oui, bah alors d'accord, mais avec le pire, on fait quoi? Et le pire, on le coupe comment? C'est pas tellement en interdisant le pire, c'est en faisant du meilleur. C'est en faisant de bonnes choses qui donnent les gens à penser, à rêver, à réfléchir. Ce que Jean-Paul Delevoye appelle une utopie positive, mais positive, sous l'œil de la rigueur, pas dans l'image. Alors il en faut de l'utopie. Moi j'ai relevé un autre point original dans votre programme, c'est que vous souhaitez développer le chant choral, pas seulement à l'école, vous souhaitez qu'il y ait quelques heures, je crois, par semaine, ou peut-être même davantage, tous les jours, mais partout, dans les cages d'escalier. C'est un dispositif dans un ensemble, on ne peut pas l'isoler d'un ensemble. Mais c'est ce que Michel Serres disait, le philosophe, le cœur est le modèle réduit de la société idéale. C'est quelque chose qui manque en France dans l'enseignement. En France, on fait la pyramide, celui qui réussit est en haut et ceux qui ne réussissent pas sont en bas. Moi, je sais, j'étais en haut, donc j'ai pu voir les choses, comment elles se passaient. Et c'est une question de caste, de classe, de milieu. Donc, il faut changer ça. Et la chorale à l'école, qu'on font les petites mains symphoniques, ou qu'on font Drapos, qu'on font tous ces mouvements qui s'efforcent de faire quelque chose dans les quartiers populaires, c'est mettre les grandes réalisations de l'être humain, la musique classique, à portée des gens. Les gens l'apprennent ou pas, c'est leur choix. Mais on leur donne, on leur offre. Et ces chœurs, cette chorale, c'est de créer du collectif, créer du vivre ensemble. Et on va rapporter l'expérience à Cergy, où cet effort qui a été mis dans la musique a abouti à des résultats dans le monde sportif, dans l'équipe sportive, où les gens travaillent mieux ensemble, jouent en équipe et gagnent les matchs. Donc il y a un lien entre les deux. Il ne faut pas hésiter pour certaines équipes. Fabien, vous aussi, vous avez étudié ce programme. Oui, de près, et je crois que c'est vous, David, qui employez le mot ésotérique tout à l'heure, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas dire que vous brillez par la clarté. Pardonnez-moi, mais quand je vois qu'une de vos têtes de chapitre, vous dites « Investir dans la créativité humaine, le critère doit être la densité de flux d'énergie et la production par être humain et par unité de surface. » Très simplement, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je suis un peu pour moi. Vous êtes là pour nous éclairer. Ça veut dire produire plus par être humain sur une même surface
et avec moins de matériaux. Ça veut dire l'idée de densité. Et cette idée de densité aujourd'hui est ignorée, parce qu'on n'y réfléchit plus. On pense en valeur absolue, en statistique. On ne pense pas en densité. Marie Curie enseignait d'abord à ses élèves l'idée de densité. Elle leur montrait ce que c'était. Et pour leur montrer, elle prenait un verre, elle mettait de l'eau, on mettait un œuf, il reste au fond, un peu de sel, il monte à moitié, beaucoup de sel, il monte à la surface. Elle disait ça, c'est une façon de découvrir ce qu'est la densité. Concrète pour le pays, hein, très sincèrement. Oui, c'est miniaturiser les usines. C'est ce qu'on a toujours fait, oui, si possible. En effet, c'est un exemple, mais pas miniaturisé comme ça. C'est un travail, c'est une réflexion, et on ne peut pas y arriver avec 2% du produit intérieur brut dans la recherche. Il faut faire 3% ou plus, comme la Suède, par exemple. Attendez, vous avez fait HEC et l'ENA, pourquoi vous n'avez pas choisi un métier genre chercheur ou quelque chose comme ça pour être au plus près de ce que Parce vous que préconisez? je suis une Jeep, je pense, une Jeep tout-terrain. Et ce qui m'intéresse, c'est voir les choses en perspective sous plusieurs angles, pas de voir d'un seul. Et j'ai été un peu malheureux à HEC, un peu malheureux à l'ENA, mais très intéressé, surtout que j'étais à l'ENA en 1968, là où on voyait un système administratif commencer à se décomposer. J'ai la promotion Jean Jaurès à l'ENA. C'était très très intéressant, j'en garde un souvenir, disons... non, pas ému, mais intéressé, d'un œil critique, de voir ce qui se passait à l'époque. Ça nous amène à l'économie, François. Vous avez évoqué tout à l'heure la dette du pays. C'est vrai que la France, comme bien d'autres pays européens, est assez endettée. Et le poids de la dette contraint l'action politique. On va regarder d'ailleurs sur une courbe. Vous l'avez dit vous-même, les États-Unis ou l'Angleterre sont plus endettés. Alors, on sait à l'Europe qu'on s'intéresse et à la France plus particulièrement. Cette dette française, elle a progressé entre 2006 et 2011 de 40% et elle est aujourd'hui de 1 700 milliards. Dans une interview récente, vous avez dit il faudrait faire le départ entre la dette légitime et la dette illégitime. Parce que la dette illégitime, nous n'avons pas à la payer. Comment est-ce que vous faites cette différence, justement, entre ce qui est On légitime regarde en particulier l'effet sur le système bancaire. Vous avez actuellement la Banque Centrale Européenne, et nous y participons, qui a fait du crédit sur 3 ans à 1%, en faveur de 500 banques pour à peu près 489 milliards en décembre, fin février, 529,5 milliards, 1000 milliards en tout. Un mécanisme européen de stabilité, 500 milliards, et un fonds européen de stabilité financière, 240 milliards. Ce sont des sommes énormes et qui ne servent pas à financer l'économie, puisqu'on a vu ces banques qui bénéficiaient des premiers 1000 milliards, ne pas mettre l'argent dans le crédit en faveur des ménages, ne pas mettre l'argent dans le crédit en faveur de l'industrie, ou de la science, ou du développement. Mais racheter des titres publics. Racheter, non, même pas. Ils ont mis l'argent à nouveau dans la Banque Centrale Européenne pour sauvegarder ou assurer qu'il resterait là à protéger. Donc, ça prouve que ces banques ne croient pas elles-mêmes, ni dans les unes ni dans les autres d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de marché interbancaire, ou qu'il est très réduit. Donc, si ces banques n'y croient pas, comment peut-on dire que ce système marche et comment le président de la République peut nous dire le gros de la crise financière est fini? Tout le monde sait que c'est faux. Comment peut-on dire ça au moment où il y a des entrepreneurs qui se suicident en Italie et des retraités qui se suicident en Grèce? Combien y a-t-il de dettes illégitimes, selon vous, en France, sur ces 1 700 milliards d'euros? Il y a la dette publique, c'est un peu différent. C'est la dette et publique. Et cette dette, ça sera moins qu'on ne pense. Moins qu'aux États-Unis, où on a mis de l'argent par le quantitative easing, l'allègement quantitatif, on a mis de l'argent à tout va. En Europe, on a fait un peu moins, mais on l'a fait à travers la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Il faut regarder. Et il faut regarder aussi les comptes de certaines banques. Vous savez qu'il y a un hors-bilan dans les banques françaises, en particulier BNP Paribas, qui a 500 milliards en bilan. C'est tout autre sujet. Vous allez y voir. Non, c'est pas tout autre chose. Parce que c'est une influence sur le reste. L'argent qui tourne dans ce circuit-là ne va pas dans le circuit de la production, ni même dans le circuit de l'État. Et l'État lui-même a été obligé de s'endetter comme il s'est endetté, vous l'avez vu, parce qu'on a supprimé, comme d'autres l'ont dit avant moi ici, le 3 janvier 1973, la faculté pour la Banque de France de faire des avances au Trésor ou d'acheter des bons du Trésor. Les créanciers Donc, de l'État, vous leur dites... un système où on a livré la dette aux banques. Les créanciers de l'État, justement, illégitimes, vous allez leur dire, chers amis, rentrez chez vous... Non, on va dire, il faut attendre et il faut voir. Et c'est dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire qu'on regardera ces choses-là. Et la commission d'enquête parlementaire devra avoir, ça va être une sérieuse, pas celle comme M. Emmanueli et Mancel l'a été, une commission sérieuse avec des pouvoirs de réquisition et des pouvoirs également de juridiction. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre des actions judiciaires pour ceux qui ont joué, qui ont des dettes de jeu. Il ne faut pas rembourser ces dettes de jeu. Il faut démanteler le casino. Et ça, c'est la séparation de banque.
il faut aller plus loin que ce que propose Hollande. Hollande a dit à Témoignage chrétien qu'il était contre l'éclatement. Il est pour la séparation des activités sous le même toit. Moi, je dis qu'il faut aller plus loin. Il faut séparer les banques elles-mêmes, les fonctions de banque, comme on avait à la Libération, et comme l'a toujours défendu Maurice Allais, qui est quand même notre seul prix Nobel de l'économie. Fabien, vous vous êtes penché sur les sources d'inspiration de Jacques Cheminade. Oui, notamment sur un monsieur qui est très méconnu en France, qui s'appelle Lyndon LaRouche. Votre site internet renvoie sur son site. Alors c'est une assez étrange référence. C'est donc un Américain qui est âgé de 90 ans, qui se dit économiste, qui explique par exemple que l'accession au pouvoir de Hitler a été planifiée par le Royaume-Uni, que l'administration Bush aurait commandité les attentats du 11 septembre, qui a été condamné à 5 ans de prison pour fraude fiscale, que son droit était membre du Ku Klux Klan. C'est un dossier qui circule. Alors moi, j'irai sur ça. Non, mais voilà, c'est une référence qui peut nous interpeller. Laurent Fabius disait, entre lui et François Mitterrand, lui c'est lui et moi c'est moi. La première chose que je dirais. La deuxième, c'est ce que Larouche m'a montré dans les années 70, et qui était pour moi très important, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que m'a montré Larouche, c'est qu'il y avait une économie qui se financiarisait, où de plus en plus de court terme était là, et que ça a commencé à partir, en particulier, du découplage entre l'or et le dollar le 15 août 1971. Ce que critiquait aussi un Jacques Rueff. D'ailleurs, Larouche a rencontré à plusieurs reprises Jacques Rueff à cette époque-là. Je peux vous le dire, c'est pas un secret. Ensuite, il y a eu cette financiarisation qui s'est poursuivie, il y a eu le Big Bang de Londres d'octobre 1986, et il y a eu finalement en 1999 le rejet de Glass-Steagall aux États-Unis, et en 2000, finalement, on a pu faire ce qu'on voulait avec les produits dérivés. Mais vous avez fait votre tri, est-ce qu'il vous semble bon à prendre ou à laisser chez lui? C'est Jacques Delors, en 1984, qui a pris ces mesures-là. Mais là, on parle de ça, c'est une chose. Monsieur Cheminade. Oui, mais c'est lui qui avait vu ça. D'accord. Il l'a vu avant les Là, on autres. parle de ses autres propos. La deuxième chose. Ses autres propos. Les autres propos, il y en a beaucoup qui n'ont pas Fabien vu, qui sont des demi-vérités. Il n'a jamais dit que l'administration Bush avait organisé en septembre, par exemple. Il n'a pas dit que le Bush Royaume-Uni avait favorisé l'accession du sud des États-Unis. Et il n'a pas dit que le Royaume-Uni avait favorisé l'accession de Hitler au pouvoir. aux États-Unis. Il y a eu des tas de rapports du FBI qui ont été faits, pas suivis des faits. Et on sait que dans le rapport de... On ne sait pas en France, parce qu'on ne fait pas les recherches de façon rigoureuse, que dans le rapport Shelby-Graham, qui est le rapport fait par des parlementaires américains, il y a 28 pages qui n'ont jamais été rendues publiques. Sur le 11 septembre. Obama avait promis aux victimes de les rendre publiques, il ne l'a jamais fait. C'est quoi le fond de votre pensée là-dessus? Le fond de votre pensée là-dessus? Sur le 11 septembre. Je n'ai pas de thèse là-dessus, je veux la vérité, c'est tout. La recherche de la vérité, c'est plus important que la vérité. Monsieur Cheminade, Thierry Messant, qui se dit être un de vos amis, Thierry Messant, je ne sais pas pour des théories économiques que vous l'avez apprécié, considère lui que le 11 septembre est un complot monté par les États-Unis. Il l'a écrit, il l'a dit, il le répète. Il le dit, il l'écrit. Moi, je suis dans la recherche de la vérité. Non, mais d'accord, vous avez des amis qui sont un petit peu... Vous avez des amis qui sont un petit peu... Et je ne vois pas pourquoi ça va avoir quelque chose d'aussi important dans une campagne présidentielle en France. On est dans la recherche de la vérité. Ça veut dire que, par exemple, sur le 11 septembre, puisque c'est ce dont on est en train de parler, il y a des questions qui se posent. Enfin, pour vous, la thèse de l'attentat, des avions dans les tours, reste quand même encore à démontrer. L'attentat est dans les cours. Ce qui m'étonne plus, c'est que le prince Bandar, qui était l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, avait 2 agents officiels qui ont entretenu certains des pirates qui ont procédé à l'attentat. Chose curieuse. Quand même, l'Arabie Saoudite a toujours été mêlée à ces affaires-là. Pourquoi on ne poursuit pas l'enquête sur l'Arabie Saoudite? Pourquoi on ne va pas plus loin? Chez lui, ça a été dit, y compris les 28 pages dont vous parlez, sont des 28 pages qui ont été effectivement classées défense et dont les journalistes américains ont expliqué qu'ils mettaient le point sur les relations entre l'Arabie Saoudite et un certain nombre de proches des pirates de l'air. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une espèce de secrétaire. Les journalistes américains continue à avoir d'excellentes relations à l'Arabie Saoudite, et même dans l'affaire de Syrie, ce qui est un désastre. Il faut régler cette affaire de façon... la presse américaine a enquêté, personne ne pense. à l'Arabie Saoudite une partie des choses. Mais personne ne pense que c'est Israël ou les Américains qui ont organisé le complot. Vous non plus sur le 11 septembre. Jacques Cheminade, regardez aussi cette image confectionnée par Lyndon LaRouche, Barack Obama avec la moustache. Ça, vous avez envoyé le paquet, je d'Hitler. vois. Non mais il faut. Alors, soit vous dites que je n'ai rien à voir avec lui. Attendez, j'explique simplement ce qu'est cette photo. Lyndon LaRouche estime que le système de santé qu'a mis en place Barack Obama est critiquable et il estime que par certains aspects il pourrait rappeler le système de santé qu'a mis en place Adolf Hitler en Allemagne au milieu des années 30. On peut critiquer Barack Obama et le système de santé, est-ce que c'est de bon goût quand même de le comparer à Adolf Hitler? Des moustaches sur Mélenchon et sur Marine Le Pen dans tout Paris. Donc bon, vous voyez que là il y a plus de responsabilité. Mais je vais vous expliquer. Elle vous choque cette photo? Elle vous choque cette photo? Non. Si vous regardez avec les yeux de 46, oui, elle me choque, parce qu'il y a eu la Shoah. Si je regarde avec les yeux de 34, non.
Parce que ça a commencé par l'élimination des malades, des faibles et des handicapés. Et c'est là que ça a commencé. Et c'est ce qu'est en train de faire toute la politique. Si, parce que c'est le début. On enclenche un mécanisme. Et puis on viole les libertés publiques. On viole les libertés publiques aujourd'hui aux États-Unis. On envoie des drones n'importe où. On tue un ou deux terroristes peut-être. Et 20 ou 30 civils. Qu'est-ce que vous avez avec les États-Unis, le monde anglo-saxon de façon générale? Il y a des tonnes d'autres pays contre lesquels vous ne partez pas en guerre, dans lesquels les droits de l'homme et la façon dont les gens sont Je ne traités suis pas en sont... guerre contre l'Arabie Saoudite, je suis en guerre contre beaucoup de pays. Je considère que le régime de Syrie n'est pas un régime. Le monde anglo-saxon, c'est spécialement votre cible. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu, dans ce monde des États-Unis et de la Grande-Bretagne, l'influence de réseaux de la City, de Wall Street, qui exercent un pouvoir. Et ça a été très clair quand Obama est venu au pouvoir. Obama était quelqu'un qui avait fait des tas de promesses et qui avait un message qui avait enthousiasmé. Qui y nomme Timothy Geithner au Trésor, Peter Orszag au budget et Lawrence Summers son conseiller économique. Ce sont tous des gens qui ont défendu les thèses de Wall Street et de façon invraisemblable. Si on regarde le pédigré de Lawrence Summers, il était pour mettre tous les déchets dans les pays du tiers-monde. Enfin, vous n'en êtes pas un peu dans la théorie du complot Non, je ne crois pas à la théorie du complot, mais je pense qu'il y a deux types d'imbéciles. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de complot du tout, jamais, et ceux qui disent qu'il y a des complots partout. Donc moi, non, je ne suis pas au milieu. Je dis qu'il faut chercher les causes des choses. Et il faut les chercher avec beaucoup de rigueur. Et il faut les soumettre constamment à la critique. C'est ça qui est important. C'est pour ça que si on regarde l'évolution de l'argent et où va l'argent, il faut voir comment ça se passe aujourd'hui en Europe et en France. Et on voit un système qui a complètement divergé, où l'argent ne va plus au travail, au développement économique, à la croissance, mais l'argent, au contraire, va au jeu financier, de plus en plus. Et c'est de l'argent qui tourne en rond, sans alimenter ce qui est le futur. On va passer sur le reste. La reine d'Angleterre qui s'est enrichie sur le trafic de drogue. On a un chinois la guerre de l'opium, immédiatement. La guerre de l'opium, c'est une chose, mais enfin, de là à dire que Elisabeth II... Aujourd'hui, la Banque c'est pas une guerre en Angleterre pour toutes sortes de trafics, c'est la bande de monarchie depuis toujours. Voilà, mais donc il y a des éléments, la City, la grande lessiveuse d'argent sale du monde, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marc Roche qui est libéral et qui est le correspondant du Monde à Londres. Ce raccourci-là sur la reine d'Angleterre, il est un peu excessif. Pas les connaître. Bon, très bien. On va parler un peu de politique intérieure. J'espère bien. Puisque nous sommes dans une élection présidentielle, on a cité vos... Je pense que vous n'y êtes pas, moi oui. Mais nous sommes tous là ce soir sur ce plateau, donc on a cité les références que vous aviez épuisées à l'étranger pour comprendre où vous vous situez politiquement. Parce que les gens qui vous regardent ce soir, ils ne vous connaissent pas. Ma sensibilité a toujours été très fusarde. Oui. C'est-à-dire je défends celui qui souffre, qui est opprimé, qui est injustement rejeté. Et je dirais gaulliste de gauche, parce que pour moi, il y a deux 18 juin. Le 18 juin 1940, De Gaulle qui rompt avec son milieu, et qui a le courage extrême de le faire, il aurait été suivi par 0,5 ou 0,4% des Français. Il n'aurait pas eu beaucoup plus de voix que celle qu'on me donne. Il a été à Londres. Il était à Londres. La City. C'est bien. Londres, c'était la liberté. Il arrive des paradoxes dans l'histoire. Qui à l'époque était censé favoriser le pouvoir de Hitler. Je rappelle les théories de votre ami impérial parlant allemand et nazi. Et Churchill est devenu résistant. Il a demandé l'aide de Roosevelt. Roosevelt lui a donné. Et De Gaulle était là, pris dans un jeu difficile. On revient à l'histoire. On revient à l'histoire. Parmi nous. Il y a une autre chose. Le 18 juin, c'est le 18 juin 1954, c'est une Mendès France. Pour moi, c'est les deux hommes d'État qui ont eu du caractère en France. Ceux qui sont aujourd'hui là n'ont pas ce caractère. Alors, entre De Gaulle et Mendès France, aujourd'hui, quel est le candidat à l'élection présidentielle qui aurait vos faveurs? Alors, c'est là, on a 1 minute 18 secondes. En 1 minute 18 secondes, c'est difficile. Mélenchon soulève des questions justes et de justice sociale. Il a raison. Mais alors, la règle verte, non. C'est-à-dire on ne peut pas faire une économie verte qui soutient l'économie du futur et le développement pour les sociétés à venir et pour les générations futures. Ça ne marche pas. Alors, de l'autre côté, on a une droite, une extrême droite qui flatte les peurs, qui flatte les haines, qui flatte la peur d'être comme la Grèce, qui flatte la peur de l'islam, qui flatte la peur de l'immigration. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux, ces jeux-là, aujourd'hui. Et puis, il y a Hollande. Hollande qui n'a pas assez de caractère, mais qui représente quelque chose qui peut, à cause de la base du Parti Socialiste, c'est ce qu'elle représente, aussi la base de Mélenchon, va représenter quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Alors moi je dis, s'il a du caractère, s'il fait preuve d'un peu de caractère dans la suite de la campagne, je voterai pour lui, mais je ne dirai pas à mes électeurs de voter pour lui. Mes électeurs, je n'en suis pas propriétaire. Donc, moi je voterai pour lui, sinon je voterai blanc. 22 secondes. Fabien, vous concluez? Oui. Nicolas Sarkozy, il s'apprête à prendre votre place là, dans quelques instants. Vous avez parlé de François Hollande. Commentaire de Sarkozy a très bien répondu à la question que je lui ai posée sur le grand journal de Canal+. Il a dit que, en réalité, on n'imposait pas le garrot à la Grèce, que la Grèce, on l'avait sauvée à peu près la moitié de sa dette. C'est pas du tout vrai. Il y a un garrot social, il y a un garrot sur la production grecque. C'est vrai,
on a pardonné ou on a effacé une partie de la dette, mais ça favorise les banques, pas la Grèce. Merci Jacques Cheminade d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous en aurais bien posé une dernière, on n'a pas le temps. Peut-être vous pouvez me faire un signe de tête, ça ne sera pas comptabilisé dans le temps de parole. Est-ce que vous serez dans 5 ans candidat à la présidence de la République? Non, je pense Ah que... non, vous ne pouvez pas parler, désolé. Oh. Vous pouvez seulement faire un signe de tête, vous pouvez dire oui. Non, mais... Non, mais, d'accord. Allez, ça ne sera pas décompté. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.